nous Pierre Jacquemin. Bonjour Pierre, merci d'être là, co-directeur de la rédaction de Politis, Tatiana Renard-Barzac. Bonjour Tatiana, merci également d'être avec nous, éditorialiste politique. On va parler des chiffres de l'immigration dévoilés hier par le ministère de l'Intérieur. Forte hausse du nombre d'expulsions, mais aussi des premiers titres de séjour délivrés, baisse des régularisations. Gérald Darmanin se félicite d'une politique de fermeté. Marine Le Pen, elle appelle le gouvernement à passer aux actes pour reprendre le contrôle de notre politique migratoire. Et puis on va parler de François Bayrou face à la censure. 2 motions de censure examinées cet après-midi à l'Assemblée nationale qui ont peu de chances de passer. Les socialistes ne la voteront pas, le RN sûrement pas non plus. Steve, on va faire un petit point 49.2. Oui, sur la motion de censure, effectivement, une motion de censure spontanée. On verra si LFI sera bientôt à court de cartouches en matière de signature de motion de censure. On voit ça dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. L'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Orléans, on retrouve Éric Richard. Bonjour Éric, merci d'être avec nous, journaliste à la Nouvelle République. Vous revenez ce matin sur la boussole pour la compétitivité dévoilée la semaine dernière par la Commission européenne. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette boussole n'inspire aux experts qu'une confiance très mesurée. Oui, c'est ça. À l'heure où les États-Unis se lancent dans ce bras de fer commercial tous azimuts, eh bien l'Union européenne, elle, tente de se rassurer, on va dire, sur son potentiel. Mais là, elle n'a pas de quoi fanfaronner. Sur les grands enjeux économiques d'aujourd'hui et de demain, eh bien les 27 devront s'attendre à une concurrence sans doute douloureuse face à une Amérique à laquelle Donald Trump, on le sait, a promis la reconquête. Nous donnons, vous l'avez dit ce matin, la parole à un expert, c'est David Kayla, enseignant à l'université d'Angers, économiste, qui prend l'exemple saisissant du numérique et de sa révolution en marche, bien sûr, liée à l'intelligence artificielle. Un seul chiffre illustre le fossé qui sépare les uns et les autres. Les géants du secteur aux USA s'apprêtent à injecter 500 milliards de dollars d'investissement dans l'IA. Impossible de répondre à de tels montants de ce côté-ci de l'Atlantique, bien sûr. D'abord parce que les plateformes numériques européennes, les Booking, Deezer, Spotify, etc., bien, sont des lilliputiennes à côté des mastodontes américains. Ensuite, bien sûr, parce que l'investissement public ne prendra pas le relais, ne relèvera pas le défi, lui non plus. L'heure est au comblement des déficits des États en Europe. Enfin, bien, l'Europe des 27 voit aussi une illustration de ses limites quand l'intelligence artificielle suscite encore ici des réticences sur le plan éthique. L'Amérique, elle, ne se pose plus aucune question et mise délibérément sur l'IA pour doper sa croissance. Quand on ajoute la disparité des règles européennes sur le plan fiscal, mais aussi sur celui des financements ou celui de l'épargne, bien, on voit mal comment l'Union parviendrait à combler un retard qui est déjà criant. Et pour éveiller la compétitivité européenne, la voix de la France porte-t-elle encore, Éric ? Ben, pas vraiment, et c'est le paradoxe lorsqu'on sait l'enthousiasme du chef de l'État Emmanuel Macron pour la tech et pour l'essor numérique. Le problème de l'Union européenne aujourd'hui, disons, c'est que ces 2 moteurs sont en panne. La France, on n'y revient pas, elle se cherche un budget, et puis la dette publique commence, c'est le moins qu'on puisse dire, à faire désordre. Et l'Allemagne, avec son modèle économique dont on a tant chanté les louanges pendant de longues années, l'Allemagne reste, il faut le rappeler, sur 2 années de récession. Donald Trump veut la guerre commerciale et l'Europe, bien si résiliente soit-elle, ne peut se permettre d'aborder ce défi la fleur au fusil. Merci beaucoup Éric. La une de la Nouvelle République, Indre, vent de panique dans la culture. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un mot, Tatiana, sur cette compétitivité européenne qui risque d'être mise à mal par l'arrivée de Donald Trump ? En fait, c'est l'arrivée, oui, et surtout les droits de douane. C'est-à-dire que la problématique, en fait, c'est qu'on est chacun interdépendant. C'est-à-dire que les États-Unis et l'Europe sont chacun le principal partenaire de l'autre. Donc ça va être d'abord un souci. Par ailleurs, il y a des pays européens qui sont beaucoup plus dépendants. Je pense notamment à l'Allemagne, qui exporte massivement, notamment ses automobiles aux États-Unis, ou bien à l'Italie. Évidemment, pour ces pays-là, ça va être encore plus problématique. Cela dit, en fait, quand on regarde les chiffres des exportations États-Unis vers Union européenne ou Union européenne vers États-Unis, on se rend compte qu'en réalité, ça sera perdant-perdant, ces droits de douane. Parce que l'Union européenne, évidemment, va prendre des mesures de rétorsion, tout comme d'ailleurs la Chine. Et en fait, ces mesures de rétorsion cumulées en termes de taxes par rapport aux États-Unis, ça va être un problème pour les États-Unis. Ça va être un manque à gagner pour les États-Unis.
Donc en fait, je pense qu'on sera perdant évidemment, c'est-à-dire que le secteur automobile de l'Union européenne, l'industrie pharmaceutique, les produits agroalimentaires, ça va être un souci évidemment. Mais en fait, pas si dramatique que ça au final, parce qu'en fait, les États-Unis exportent aussi massivement vers l'Union européenne. Je commence à avoir la voix très prise. Et du coup, c'est vrai que, en fait, les gens se mettent à trembler en disant ça va être dramatique pour l'Union européenne. Ça va être un problème, mais quand on regarde en fait la masse en termes de milliards de dollars d'exportation dans les deux sens, on se dit qu'en réalité, ça peut aussi être une problématique pour les États-Unis. Donc oui, pour l'Allemagne, pour les voitures, ça va être un problème. Cela dit, Ursula von der Leyen l'a dit, les mesures de rétorsion, il y aura. Et puis surtout, il va falloir se détourner, par exemple, vers la Chine, revoir notre relation commerciale avec la Chine. Et là, ça va poser une autre problématique, parce que d'abord, ça va poser un problème aux États-Unis. Et puis surtout, on va se retrouver en fait avec des produits déversés massivement sur l'Union européenne. Et là, on va avoir une autre problématique. Je pense notamment, vous savez, on a beaucoup parlé au moment de la crise agricole, de ces normes environnementales, de toutes ces normes en fait, qui permettent d'avoir, notamment par exemple l'exportation de viande, je pense à ça, pas de la Chine évidemment, mais pendant le Mercosur, dans le cadre du Mercosur, avec des produits qui sont tout à fait interdits en France. Mais on va avoir la même problématique avec les produits chinois, bien évidemment, puissance 10 000. Donc évidemment que ça pose beaucoup de questions, et financières, mais aussi en termes de normes et en termes aussi d'équilibre, évidemment, des marchés. Par exemple, je pense, pour les États-Unis, je pense à l'industrie pharmaceutique. Trump, dans ses furies totales, puisque pour Trump, en fait, franchement, Milei avec sa tronçonneuse, c'est rien à côté de ce qui nous attend avec Trump. C'est-à-dire que là, on est quand même dans une sorte de, je dirais, c'est pas de joute, c'est de gerbe verbale. Enfin, pardon, il faut vraiment dire comme ça, parce que là, ça part vraiment dans tous les sens. Et donc, c'est vrai que, par exemple, pour l'industrie pharmaceutique, quand on voit Trump qui explique que la recherche médicale doit être favorisée, la recherche américaine doit être favorisée par rapport à celle européenne, on se dit qu'il va y avoir quelques petits soucis. Donc c'est vrai qu'il va falloir en fait qu'on revoie ça de façon plus générale, qu'on revoie nos alliances et nos partenariats économiques. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus trembler. Trump applique la loi du plus fort depuis le début. On l'a vu avec le Mexique, il a quand même rétropédalé. Donc voilà, je pense qu'entre ce que dit Trump et au final ce qui se passe, ce qu'il fait, il y a quand même un gap assez important. Pierre. Bon, je suis globalement d'accord avec ce que Tatiana vient de dire. C'est vrai que j'ai le sentiment qu'on a, et c'est normal, c'est des États-Unis, qu'on a très peur de ce que Trump annoncera chaque jour, toujours plus. Mais il vient de faire la démonstration lui-même que les coups de menton servent beaucoup en termes de communication, mais ne sont pas suivis d'effet, parce que ce qu'il avait menacé le Canada et le Mexique de faire en termes d'augmentation des taxes ne se fait pas, ou en tout cas, il repousse l'échéance en disant « Vous voyez ce que j'ai fait, j'ai réussi à négocier », alors que ce qu'il a négocié, c'est peanuts. Je veux dire, les gardes-frontières côté mexicain, ça fait des années que quand les États-Unis le demandent, le Mexique le fait. Côté Canada, quand le Canada a annoncé en décembre le 1,5 milliard d'euros dédiés justement au poste frontière, c'était déjà annoncé, donc il n'a rien gagné, Donald Trump. Donc les coups de menton, on va y être habitué. Ce qui me paraît plus préoccupant, c'est effectivement la manière de gouverner de Donald Trump, qui fait passer de la nécessité du droit, ou en tout cas la force du droit, au droit de la force. Et aujourd'hui encore, cette nuit, Donald Trump a annoncé vouloir aujourd'hui maintenir, ou en tout cas occuper le territoire de Gazaoui pour faire partir les Gazaouis, les habitants de Gaza, et puis contrôler cette zone-là. Donc il y a quand même une volonté très expansionniste, un retour à ce monde expansionniste, impérialiste de Donald Trump. Il a parlé, on l'a dit, du Groenland, du Canada, maintenant c'est Gaza. Moi, c'est plus cette manière d'envisager le monde de Donald Trump qui m'inquiète que ces coups de menton ou ces menaces sur la question des taxes. Et il y a une autre chose aussi, c'est que c'est vrai qu'il faut reconnaître une chose à travers Donald Trump, c'est qu'on voit vers là où il veut nous emmener, où il veut emmener les États-Unis. Quand il annonce les 500 milliards d'investissement sur l'intelligence artificielle, je trouve que ce n'est pas les coûts des taxes qui risquent de menacer l'Europe, c'est l'absence de perspective en Europe, l'absence d'investissement. Souvenez-vous du rapport Draghi au niveau européen. Il nous montre qu'on est très en retard vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des États-Unis, sur notre capacité à nous inventer l'avenir, à inventer nos propres technologies, développer nos propres technologies. Et c'est ça qui manque à l'Europe, c'est un vrai cap et un vrai investissement des États européens pour l'avenir, pour faire face à ce que Trump prépare ou ce que la Chine prépare. Alors, on va parler de François Bayrou face à la censure. Le Premier ministre qui affronte cet après-midi 2 motions de censure déposées par la France Insoumise qui n'ont quasiment aucune chance de passer, les socialistes ayant dit qu'ils ne les voteraient pas. On voit ça avec Yann Effelé. Pour le RN comme pour la gauche, le budget de François Bayrou n'est pas bon.
Mais cette fois-ci, il devrait être adopté. Le Premier ministre a activé lundi l'article 49.3 de la Constitution. Il engage la responsabilité de son gouvernement pour une adoption sans vote. La France insoumise a déposé une motion de censure. Le PS annonce qu'il ne la votera pas. Priver durablement notre pays de budget, c'est prendre le risque d'empêcher de fonctionner toute une série de choses au quotidien pour les Français. La motion de censure ne devrait pas recueillir les 288 voix nécessaires pour faire tomber le gouvernement. D'autant que le Rassemblement national aussi entend éviter l'instabilité, annonce hier de Jordan Bardella. Ainsi, François Bayrou voit son horizon se dégager. Et donc il y a un immense travail à accomplir pour retrouver le climat de confiance que vous avez indiqué. Après le budget de l'État viendra le tour de celui de la sécurité sociale. Là aussi, François Bayrou a activé l'article 49.3. Et là aussi, seule la France insoumise, les écologistes et les communistes devraient voter la censure. Voilà, ça s'annonce beaucoup plus facilement pour François Bayrou que pour Michel Barnier. Est-ce que vous comprenez le choix des socialistes, Pierre, qui est de dire nous, on incarne la gauche de responsabilité, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de budget une deuxième fois? Je ne comprends pas la position des socialistes parce que le budget qui est présenté aujourd'hui aux Français est pire que celui de Barnier qui avait valu justement une motion de censure contre Michel Barnier que les socialistes avaient voté. J'entends bien que les socialistes disent avoir gagné un certain nombre d'avancées et elles ne sont pas compensées par tout ce qui va être perdu derrière et les dépenses et les coups de rabot qui vont être faits dans plusieurs secteurs des services publics notamment. Donc j'ai du mal à comprendre cette position. Pour autant, voilà, j'entends bien cette quête de respectabilité ou de responsabilité, parce que maintenant c'est le mot à la mode, il faudrait être responsable comme si les autres ne l'étaient pas. Non, il y a des choix qui sont différents, des stratégies qui sont différentes, des modes de pensée qui sont différents. Maintenant, je vois que les socialistes vont essayer eux-mêmes de déposer leur propre motion de censure sur la question sur le 49.2, sur la question des valeurs qui seraient incarnées par François Bayrou. Je pense pas qu'en tout cas ça soit utile. Enfin, je vois pas très bien comment leur électorat va s'y retrouver. C'est-à-dire qu'une fois que le budget va être passé, que François Bayrou va continuer à mener ses politiques, que Gérald Darmanin et Bruno Retailleau continueront à être toujours plus répressifs sur la question de l'immigration. Voilà, l'électorat de gauche, en tout cas celui qui peut se reconnaître dans l'électorat du Parti socialiste, va pas comprendre pourquoi le Parti socialiste a laissé François Bayrou continuer à mener des politiques aussi austères, aussi répressives, aussi peu en tout cas qui ne change pas véritablement le quotidien des Français, voire qui le contraint. Donc je ne vois pas très bien ce qu'a gagné le Parti socialiste à ne pas censurer ce gouvernement. Tatiana ? Je vais apporter de la nuance, évidemment. Moi, je vois plusieurs raisons. Je ne suis pas du tout d'accord, du coup, avec vous. Je pense d'abord que le PS, là, du coup, se présente, se met en avant comme parti de gouvernement et donc responsable versus, évidemment, la France insoumise. Ça, c'est la première chose. Pierre, je vais développer, puis après... Oui. Non, mais c'est que je ne sais pas ce que c'est qu'un parti de gouvernement, en fait, parce qu'on dit que la France insoumise n'est pas un parti de gouvernement. C'est vouloir la stabilité versus l'instabilité. C'est assez clair, pourtant. C'est-à-dire que le PS l'explique, le martèle, et c'est une réalité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il considère que ce budget, évidemment, est un mauvais budget, est un budget de droite, c'est ce que dit Olivier Faure, mais il considère qu'il en va de la responsabilité d'un parti comme le Parti socialiste, que de voter ce budget parce que la France a besoin d'un budget. Et en fait, ce que le PS met en avant, c'est deux choses. C'est d'abord le fait, notamment Olivier Faure, encore hier, dans une sorte d'interview fleuve à Libération, où en fait, il explique que c'est dans l'intérêt non seulement des Français qui demandent un budget. Les élus le voient dans leur circonscription, tous disent en fait, les Français sont en colère. Ils nous disent, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord? Et d'ailleurs, 78% des sympathisants socialistes, PS, considèrent que le PS a raison de négocier avec le gouvernement. Il faut quand même entendre ça. Évidemment, le PS n'est pas sourd à cela. Et puis, troisième chose, il considère qu'il y a aussi un blocage des acteurs locaux, des acteurs publics qui n'ont pas du coup de dotation, de subvention, et que du coup, ça bloque, ça paralyse la vie du pays, et que c'est important de débloquer cela.
Et alors moi, j'ai plutôt allé à l'inverse de vous. Donc ça, je trouve que c'est un argument qui est tout à fait entendable. Dans votre sens, c'est un argument qui est entendable. Il l'est par ailleurs pour une raison aussi stratégique. Alors après, on verra s'ils ont raison ou pas. C'est que c'est aussi une façon évidemment de s'autonomiser vis-à-vis de la France insoumise, évidemment. C'est une façon, quelque part, presque même de faire un bras d'honneur à la France insoumise en disant voilà, nous, vous voyez, on arrive en fait à s'extirper de vos griffes. Et donc du coup, on considère que nous, on veut être du côté aujourd'hui de la responsabilité. Cela dit, deux choses, et qui risquent d'être un peu le retour de bâton, c'est d'abord, moi je suis d'accord, pour le coup là je vous rejoins, cette fameuse motion de censure spontanée et non pas provoquée, liée au 49.2, c'est un peu une motion de témoignage, c'est une motion symbolique, il faut être honnête, c'est-à-dire que en fait c'est dire, bon en fait on n'est pas d'accord, on va voter ce budget, mais quand même, on ne cautionne pas votre politique et les propos sur la submersion migratoire, sur la remise en cause de l'état de droit et toute la politique menée aujourd'hui par le gouvernement Bayrou et notamment Bruno Retailleau, la remise en cause de l'AME, enfin tout le package qui va avec ça, nous on n'est pas d'accord. Et donc ça, je trouve que c'est pour le coup un peu en effet contre-productif et du coup, c'est une façon un peu de se raccrocher aux branches, là je suis d'accord. C'est une façon aussi de raccrocher le wagon de certains électeurs qui ne comprennent pas. Hier, il y a quand même une séquence assez croquignolasse qui est un peu à l'acide sur France Inter, chez nos confrères de France Inter, une auditrice qui a pris à partie Olivier Faure en disant en fait, moi je suis encartée socialiste depuis des années, toute ma famille aussi, et vous savez quoi, je ne voterai plus socialiste. Pour quel plat de lentilles vous êtes-vous vendu pour pouvoir justement... Et donc ils vont devoir aussi arriver à convaincre cette partie-là de l'électorat qui se sont un peu trahis. Et donc, du coup, cette motion de censure symbolique, c'est un peu, en fait, une façon de dire, en fait, nous, on maintient le Front républicain. Et nous, on est encore au sein du NFP. On n'a pas quitté le NFP et on maintient ce Front républicain. Et donc, en fait, là, c'est un peu, en effet, essayer de garder ces deux bouts que je suis en train de vous décrire. Et c'est en effet une situation un peu complexe aujourd'hui pour le PS. C'est vrai. Oui, il est alors tôt. Donc. Non, mais il est tôt, donc j'ai voulu aller droit au but pour répondre à votre question. Et j'ai manqué de nuances, voilà, Tatiana a raison. Et je suis d'accord sur la question du budget. Je pense que, sans doute, dans la volonté des socialistes, il y a une volonté de rassurer. Et c'est sûr que sur les marchés, je pense que, ou en tout cas quand on rencontre un certain nombre de personnes, tout le monde nous dit, on est inquiet effectivement que la France n'adopte pas un budget. Donc à la limite, pourquoi pas dire on adopte un budget à minima, mais il faut négocier quelque chose derrière. Et la seule chose aujourd'hui qui paraît responsable, raisonnable, c'est un retour aux urnes. Donc à minima, les socialistes auraient pu dire, ok, on passe le cap de ce budget, on fait adopter un budget pour la France, mais vous vous engagez à retourner aux urnes en septembre. Que ce soit pour des législatives anticipées ou en cas d'une dissolution ou pour une élection présidentielle anticipée. Je pense que la solution elle est là. On est tous d'accord. Je pense que les trois blocs de l'Assemblée nationale convergent vers cette idée que ce pays est ingouvernable et que la seule solution c'est un retour aux urnes. Donc ce budget, oui, peut-être c'était une bonne chose de l'adopter, même s'il est pire que celui de M. Barnier, mais il aurait dû être négocié quelque chose. Et c'est ça qui est problématique, c'est qu'aujourd'hui les socialistes vont être comptables de la politique de M. Bayrou, qui est aujourd'hui plus menacé, en tout cas pour l'instant, il n'est plus menacé, il va pouvoir continuer sa politique. Qu'est-ce qu'il va faire, Bayrou, quand les deux propositions de loi vont arriver à l'Assemblée nationale sur l'immigration qui ont été déposées par les sénateurs de droite au Sénat? Il y a une majorité probable au Parlement aujourd'hui pour voter des lois très dures, très répressives, très contraignantes sur la question du droit d'asile ou sur la question de l'immigration. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux dire, il a donné un gage aux socialistes et il va pouvoir mener des politiques très à droite. Donc c'est pour ça que je trouve que les socialistes ne sont pas allés jusqu'au bout de la démarche. Peut-être oui, fallait-il un budget, mais il fallait absolument obtenir en contrepartie un retour aux urnes, un engagement d'un retour aux urnes au plus tôt. On parlait de cette motion du Parti socialiste. Steve, on va voir ça avec vous, puisque le PS, il a dit qu'il voterait donc pas la censure du budget cet après-midi. Oui. Mais il faut une autre proposition. Oui, censurer le gouvernement Bayrou, non pas sur le budget, mais sur l'immigration. Dans le viseur des socialistes, l'utilisation par le Premier ministre de l'expression de submersion migratoire la semaine dernière, Olivier Faure ne le digère pas. Écoutez-le. Nous avons effectivement fait le choix de donner un budget à la France, mais que nous déposerons nous-mêmes une motion de censure dans les jours qui suivront l'adoption du budget pour permettre là un nouveau débat et un débat qui sera débarrassé de la question budgétaire. Nous reviendrons sur ce que vous avez commencé à décrire et qui est une forme de trumpisation du débat public aujourd'hui sous l'influence notamment de Bruno Retailleau. Alors les socialistes, ils veulent censurer le gouvernement mais en utilisant une motion de censure dite spontanée. Qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif qui est prévu à l'article 49 alinéa 2 de la Constitution et qui prévoit que l'Assemblée nationale peut faire tomber le gouvernement
seulement sous certaines conditions. Contrairement à l'article 49 alinéa 3, c'est une procédure qui ne s'inscrit pas dans le cadre de l'adoption d'un texte. L'initiative appartient en totalité aux parlementaires. Elle peut donc être utilisée à tout moment. Elle le sera dans la foulée des discussions du budget, a indiqué Olivier Faure. Pour qu'elle soit recevable, elle doit être signée par au moins 1/10 des députés de l'hémicycle, soit 58 députés. Elle est ensuite votée à la majorité absolue des élus, actuellement 288 députés. En l'état actuel des choses, il n'y a donc aucune chance pour qu'elle soit adoptée, mais le Parti socialiste veut marquer le coup et montrer que le parti est lui aussi à l'initiative. Est-ce que la gauche peut continuer à déposer comme ça des motions de censure jusqu'à la chute du gouvernement? Non, il y a une limite prévue par les textes. Un député ne peut être signataire de plus de 3 motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire. Ça ne concerne pas les motions qui font suite à un 49-3, mais simplement les motions dites spontanées. Si on fait les comptes à gauche, on va voir qu'une motion a été déposée, signée le 4 octobre dernier par la députée Mathilde Panot, à la suite de la nomination de Michel Barnier au gouvernement. Une autre, le 14 janvier, déposée, signée encore une fois par Mathilde Panot, encore une fois à la suite de la nomination d'un nouveau Premier ministre, François Bayrou. Si on s'en tient simplement à la présidente du groupe LFI, elle n'a plus qu'une seule cartouche dans son fusil. D'autres députés insoumis sont aussi dans ce cas, Oriane. Oui, c'est une stratégie qui a des limites, du coup, Pierre, cette stratégie de la motion de censure permanente? C'est limite à partir du moment où vous n'avez pas de majorité pour la faire aboutir. C'est ça le sujet. Steve disait qu'il n'y avait aucune chance que la motion de censure spontanée du Parti socialiste ne débouche la semaine prochaine, ou je ne sais pas quand elle sera déposée, si a priori ce sera plutôt la semaine prochaine. Oui. On n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri que le RN décide, quoi que le texte dise, quoi que l'exposé des motifs cogne soit très violent à l'égard du Rassemblement national, vote cette motion de censure. On est dans la poétique fiction, mais le Rassemblement national, rappelez-vous, en décembre, vote une motion de censure qui dit tout le mal qu'elle pense du Rassemblement national. Donc, si Marine Le Pen apprend la décision avec Jordan Bardella d'exclure Bayrou du gouvernement, c'est possible. Et ce serait quand même un coup extrêmement pervers et dur pour le Parti socialiste qui ne voulait pas censurer, in fine, François Bayrou, mais qui se retrouvait à être la motion de censure qui aura fait tomber François Bayrou. Encore une fois, on est dans la poétique fiction. Mais en ce moment, ce serait plutôt un joli coup. Pour qui? Pour le Parti socialiste. Ah, mais pas vraiment. C'est-à-dire que je pense que le Parti Bayrou sur. Si le Parti socialiste avait voulu faire tomber Bayrou, il l'aurait déjà fait. Aujourd'hui, il dépose une motion de censure pour la forme. Le budget aurait été adopté. Le budget aurait été adopté. C'est ce que dit Olivier Faure. Ce que je veux dire, c'est que s'il avait vraiment voulu faire tomber le gouvernement Bayrou, il l'aurait fait. Il sait très bien qu'avec cette motion de censure, il se donne un coup de com' en mode « Regardez, on est vraiment dans l'opposition, mais on ne veut pas faire tomber Bayrou parce qu'on est pour la stabilité politique institutionnelle ». Mais le revers de la médaille serait que possiblement il deviendrait le responsable de la chute de Bayrou si le RN l'a voté. Encore une fois, c'est de la politique fiction, mais en ce moment on est quand même beaucoup dans des surprises politiques, et donc on n'est pas à l'abri de ça. Après, c'est le jeu institutionnel. Je veux dire, on ne se pose pas la question de savoir si le 49.3 c'est bien, c'est pas bien. Le 49.3 il est déposé quasiment depuis 2022 à chaque budget présenté par le gouvernement. Donc la question du 49.3, la réponse c'est la motion de censure. Donc aujourd'hui, on y devient presque habitué. Tatiana, un dernier mot là-dessus avant de passer à l'immigration. Je vais nuancer, je ne suis pas d'accord. Parce que je ne suis pas dans la nuance, Tatiana. Mais comment ça, je ne suis pas dans la nuance? Vous ne pouvez pas dire que c'est un coup de com' de la part du PS que de voter aujourd'hui. Alors, c'est un pur coup de com' de la part du Parti socialiste. On ne peut pas avoir censuré Barnier sur un budget qui était meilleur que celui de François Bayrou. Je ne suis pas d'accord. Je trouve que je pense qu'on peut acter le fait que ça puisse être aussi une posture de responsabilité. Il y a eu des concessions, elles sont minimes, on est d'accord, mais il y a quand même eu quelques concessions. 1 milliard pour les hôpitaux, pas de suppression des 4 000 postes d'éducation nationale. On vous dira oui, c'est vrai que du coup on enlève 200 et quelques millions à l'éducation nationale, certes, mais cela dit, je pense que c'est plus qu'une posture quand même. Et puis, je répète, derrière, il y a aussi une stratégie d'autonomisation par rapport à la France insoumise. Cela dit, pour ce qui est des 49.3, j'ai envie de vous dire, en fait, on est heureux qu'il n'y ait plus qu'une cartouche dans le fusil de Mathilde Panot pour un 49.3. Cela dit, ce qu'on se dit aussi, c'est que il y a une autre possibilité de faire tomber le gouvernement. C'est-à-dire que lorsqu'on va parler de la réforme des retraites, là, pour le coup, on peut se dire... Parce que je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que je pense que le RN... n'ira jamais voter la motion de censure spontanée du PS. C'est vraiment, pour le coup, se tirer vraiment une balle dans le pied. Il faudrait vraiment que Marine Le Pen soit tombée vraiment de très haut, parce qu'aller voter un texte avec des termes qui vont tout à fait à l'encontre de leur positionnement... Ils ont déjà fait. Oui, mais vis-à-vis l'électorat, là, je pense que c'est impossible. En revanche, sur la réforme des retraites... à la rentrée, là oui, c'est possible. Et là oui, pour le coup, on peut voir le gouvernement tomber. Parce que là, pour le coup, ça va réunir tout le monde. Et donc là, ça va être une vraie question. Je pense que c'est celui-ci qu'il faudra bien regarder et qui sera la dernière cartouche, si j'ose dire.
Allez, on termine en parlant des chiffres de l'immigration qui ont donc été révélés hier par le ministère de l'Intérieur. Une forte hausse du nombre d'expulsions, mais aussi une forte hausse des premiers titres de séjour délivrés. Et à contrario, une baisse des régularisations. On va voir ce qu'en pense la députée RN du Var, Laure Lavalette. Elle était l'invitée ce matin de TF1. Les demandeurs d'asile, figurez-vous, obtiennent l'asile plus facilement. Avant, c'était 1 sur 3 qui demandait l'asile et qui l'avait. Là, c'est 1 sur 2. Et vous savez que quand vous n'avez pas l'asile, vous êtes censé être sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Il y a moins 5,6% de demandes d'asile, Laure Lavalette aussi. On a appris avec le voyage à Mayotte du Premier ministre que la moitié de ces OQTF qui étaient exécutés, donc sur 10%, ça fait plus que 5%, ne concernent que le département de Mayotte. Vous savez, il ne faut pas prendre les Français pour des crétins. Ils voient exactement, ils ont des yeux pour voir. Ils voient bien la situation migratoire que nous subissons et ils n'en veulent pas. Donc que M. Darmanin se congratule, très bien. En tout cas, les Français ont bien compris que ce constat-là était absolument terrible. On voit les chiffres de l'immigration qui sont un peu contradictoires. Alors Gérald Darmanin parle d'une politique de fermeté. On entend le Rassemblement national dire qu'il faut passer aux actes et que le gouvernement a perdu le contrôle de la politique migratoire. Quelle est la vérité, Tatiana? Les deux, j'ai envie de vous dire, mon capitaine, chacun voit midi à sa porte. Si on regarde les chiffres concrètement, les deux ont raison. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a en effet une augmentation des expulsions, il y a une baisse des régularisations. Ça, c'est le côté Darmanin et Retailleau. D'ailleurs, je note au passage que le tweet de Gérald Darmanin était assez croustillant parce qu'en fait, il s'accapare un peu ces chiffres, cette victoire. Et puis, il y a pas, en fait, Bruno Retailleau aurait pu lui aussi faire un tweet. Il se contente de retweeter. Oui. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et ça dit quelque chose quand même aussi de ce binôme-là. Et puis, de l'autre côté, Marine Le Pen et Jordan Bardella, ils ont aussi quelque part raison. Et pas raison. C'est-à-dire que si on regarde les chiffres, oui, c'est vrai, il y a une augmentation des premiers titres de séjour délivrés. De l'autre côté, la réalité, c'est quand même que il y a quand même aujourd'hui plein de trous dans la raquette, si j'ose dire. D'abord, d'un côté, on va essayer de rester dans la nuance. D'un côté, on a un taux d'exécution des OQTF qui est catastrophique, 7%. Quand on regarde les chiffres de la moyenne européenne, en Espagne, par exemple, 33%, en Italie, 24%, en Grèce, 21%. Dramatique. Donc, c'est ça la problématique aujourd'hui à régler. C'est pas tant le problème des expulsions, etc. C'est comment on fait pour justement arriver à concrètement expulser ceux qui doivent être expulsés. Mais de l'autre côté, comment on fait aussi avec tous ces travailleurs sans papier qui font l'économie de notre pays. Et heureusement qu'ils sont là. Heureusement, je pense notamment à la restauration. Comment on fait? On ne peut pas vivre justement sans ces travailleurs sans papier qui sont le poumon aussi de notre économie. Et puis je ne parle même pas de la démographie et de la crise démographique qui nous attend. Pierre, en 30 secondes. En 30 secondes, oui. Non, moi j'ai honte de la manière dont on parle de ce sujet-là. Je veux dire, on parle d'êtres humains qui n'ont absolument pas envie d'être en France, qui préfèrent être chez eux tranquillement, à l'abri des bombes et à l'abri de la famine ou à l'abri du réchauffement climatique, dont nous sommes responsables, pays du Nord. On est responsable des déréglementations du monde et donc des déplacements des populations et des migrations des populations. Donc la seule question qui devrait nous préoccuper, c'est comment on accueille mieux, comment on permet aux gens de pouvoir travailler, comment on permet de se loger, de se nourrir, de scolariser les enfants. Encore une fois, c'est les conditions d'accueil sur lesquelles il faut insister et non pas sur les chiffres d'entrée et de sortie de notre pays. Notre pays n'est même plus une terre d'accueil, on n'est même plus attractif. Regardez les chiffres, justement, il y a une baisse considérable des demandes d'asile. Donc on n'est même pas attractif. Donc il faut arrêter de se poser des questions et mieux accueillir les étrangers qui arrivent sur notre territoire. Merci à tous les deux. On reparle des motions de censure à la une de la presse régionale. C'est le jour J à l'Assemblée. Cet après-midi, les députés vont devoir faire leur choix. Après son recours à l'article 49.3 sur les budgets de l'État et de la sécurité sociale, François Bayrou affronte deux nouvelles motions de censure. On va voir la une de la Marseillaise, bail roue de secours du macronisme. Vous l'avez? On l'a bien. Roue de secours, socialistes et RN ne voteront pas la motion. Peu de suspense donc sur l'issue de ces votes. La mort du gros Dédé. On reste dans la région. André Sermolach, figure du banditisme corse à Marseille, a été abattu hier de 3 balles dans la tête. On va voir la une de la Provence ce matin. L'auteur est un individu cagoulé qui a pris la fuite à trottinette. Fin donc du gros Dédé, fiché au grand banditisme et doté d'une faconde légendaire. Il avait été plusieurs fois condamné par la justice en 2016, notamment dans une affaire de machine à sous. Bonne nouvelle sur le front de l'emploi, c'est à 3. L'usine Clarins tourne à plein tube. Déjà 1 million de tubes de cosmétiques produits depuis son usine de Sainte-Savine, lancée en décembre dernier. Elle va continuer à recruter et même doubler ses lignes d'ici à la fin de l'année. Ça fait la une de l'Est éclair. L'aspartame
est-il dangereux pour la santé? Question posée par Nice Matin ce mercredi. L'OMS a classé cet édulcorant naturel comme peut-être cancérogène pour l'homme. Une pétition diffusée dans 11 pays demande son interdiction pure et simple. Gros dossier à lire dans Nice Matin aujourd'hui. Selon un sondage, 40% des Européens interrogés consomment régulièrement des produits contenant de l'aspartame. On termine par le bagado. Est-ce que vous savez ce que c'est que le bagad, Pierre? Non? Ouais, non. Non, pourquoi vous ne me demandez pas? Tatiana. Je ne savais pas non plus. Le bagad, c'est un orchestre breton dans lequel on trouve des cornemuses et des tambours. La crème de la crème des bagadous bretons ont rendez-vous ce dimanche à Brest pour une compétition au sommet. Mais grosse déception aussi, car cette année, il n'y aura pas de champion de Bretagne. La confédération qui organise le concours a décidé d'annuler la seconde manche de la compétition en raison de problèmes financiers. C'est à la une du Télégramme ce mercredi. Merci, on aura appris le bagadou. Bah oui, je ne connaissais pas non plus. Non, merci beaucoup, Steve. La une de Politis, Pierre, drogue, cultiver la prévention. Oui, absolument. On ne parle que du côté répressif de la question des usages de drogue. Nous, on est allé voir dans les pays justement qui ont mis en place le système de prévention et où justement le recours, l'usage de drogue est beaucoup moins important qu'en France. Donc il faudrait quand même qu'on s'interroge sur notre système tout répressif de l'usage de drogue. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Pierre. Merci, Tatiana, d'avoir été avec nous. Merci, Steve. Merci à vous. Bon bagadou. Merci à tous de nous avoir suivis. À 15h, vous suivez la séance de questions d'actualité au gouvernement. À 18h, vous avez rendez-vous avec Sens Public. Très bonne journée. À demain.